Et moi j'ai mon Unai, les pieds comme ça sur le vélo, la mèche blonde, les chaussures en vrac. Je lui dis Ismaël, il est sérieux? Il me dit non mais Seb, je lui dis mais attends, on peut pas faire ça. Donc tu vois, c'est un élément. Ouais, ok, de sa personnalité. Mais oui, mais moi ça m'a fait douter. Mais pourtant, Unai, la carrière qu'il fait. Mais ouais, mais regarde les soucis qu'il a aussi et ses contradicteurs vont te dire ah ouais, il se la raconte. Le joueur qui vient me voir, me dit Seb, je peux te voir, ouais, bah, je suis là, je suis au bureau, il passe et il passe avec sa femme. Sa femme en pleure. Faut nous laisser partir, je comprends pas, tout ça. Quoi? C'est quoi cette histoire? Ah ouais. Salut Seb, tu vas bien? Salut Amine, ça va, merci et toi? Qu'est-ce que je suis content d'être là avec toi. Ah, t'as vu, il fait beau et tout, on est bien. Je suis content d'être là avec toi parce que tu as un poste qui est assez rare dans le milieu du foot. Il y en a à peu près une quarantaine en France. Tu es directeur sportif. Ouais, c'est vrai que c'est un marché très tendu. Parce que pour avoir des postes, et je suis bien passé pour le savoir parce qu'en ce moment j'en ai plus. Ouais. Et c'est difficile d'en trouver parce que sur chaque besoin, chaque nomination, il y a beaucoup de candidats. Et donc c'est pas facile d'être mis sur la touche. Et Ok. ça manque très vite. Tu as été joueur de foot avant d'être directeur sportif. Ouais. Tu es passé par de nombreux clubs. En Normandie déjà, je suis issu d'Évreux, comme dirait Mathieu Bonnemer, de la Masia. Ouais. Donc si tu suis un petit peu l'actualité d'Évreux, c'est quand même une petite ville qui sort énormément de pros. C'est une ville depuis maintenant une trentaine d'années c'est fou le nombre de pros qu'elle peut sortir. Donc une formation qui, sans beaucoup de moyens, fonctionne. Donc ville qui a été très longtemps communiste, Ok. donc qui a accueilli beaucoup d'immigration, notamment de l'Afrique de l'Ouest, et ce qui a donné aussi une grosse association, que ce soit dans le basket et dans le foot, avec plein de résultats sportifs de très haut niveau pour une ville de cette taille. Ok. Donc Évreux, après Passy-sur-Eure, un petit club à côté, où j'ai connu le national, Alès, Dijon, et j'ai fini ma carrière à Dijon. Tu finis ta carrière à Dijon et c'est là que ton deuxième parcours en fait sportif commence. C'est là où tu deviens recruteur. Ouais, c'est ça en fait. Je finis sur une hypertrophie cardiaque, donc je ne choisis pas l'arrêt de ma carrière, Ok. ça m'est imposé. Et à l'époque, je m'entendais bien avec la direction et ils m'ont proposé de continuer mon aventure au club. Et surtout, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont laissé choisir. Ils m'ont dit voilà, tu veux faire C'est une quoi? chance. Ouais. Ouais. Ouais, Tu veux effectivement. faire quoi? Est-ce que tu veux devenir entraîneur? Est-ce que tu... Vas-y, propose-nous quelque chose. Tu me disais que j'avais fait pas mal de clubs, mais tout compte fait, pas tant que ça par rapport au football moderne. Donc j'avais envie de voyager. Ok. Et donc ce qui me permettait de voyager, c'était de faire du recrutement, d'aller voir comment le foot fonctionne ailleurs, quelle méthodologie on peut trouver, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc les dirigeants de l'époque, Bernard Nieki, pour ne pas le citer, m'a dit écoute, tu as 2 ans pour faire tes preuves. Donc j'ai repris un master en même temps à Rouen pour aussi me donner un cadre. Et puis j'ai créé la cellule de recrutement. Enfin, Donc c'est toi qui l'as créé. Ouais, j'étais tout seul, donc au départ, c'est pas vraiment une cellule. Mais voilà. Et puis pendant 2 ans, ils m'ont donné carte blanche. Donc j'ai fait tous les terrains de France pour me créer mon réseau, pour connaître des joueurs. Enfin, je suis parti de la feuille blanche, quoi. Donc ça a été une vraie chance, c'est que j'ai créé ma méthodologie. Et puis à la fin de ces 2 années, j'ai créé un petit book. Je lui ai dit voilà les avantages que je peux vous amener, les inconvénients par rapport à ce qui a été fait avant. Ok. On y va ou on n'y va pas. Ils m'ont dit bingo. Donc on a sorti l'autre méthodologie de travail qui était de fonctionner avec des agents qui faisaient le recrutement pour le club. Ok. Et moi, mon créneau, c'était de développer un recrutement hyper identitaire en disant voilà ce qu'on veut devenir au DFCO sur les prochaines années, avec quelles valeurs. Et puis j'ai appuyé ces valeurs-là et puis ils m'ont dit allez, on fonce. En fait, la genèse de notre méthodologie à Dijon, c'est pas forcément moi qui l'a créée, c'est d'abord plusieurs facteurs, c'est les moyens humains. Ok. C'est-à-dire qu'au départ, je te dis, je suis le seul recruteur, les moyens financiers, Ouais. et puis aussi avoir un coach qui est prêt à prendre des risques sur des joueurs qui ne viennent pas forcément du monde pro, qui ne sont pas confirmés,
Et à l'époque, que ce soit, ça a été lancé par Patrice Carteron et après, surtout validé par Olivier Dalloglio, Ok. et ben, ils ont accepté de prendre ce risque d'aller chercher des joueurs en National 2, les CFA à l'époque, National 3, National 1, et puis de jouer en Ligue 2 et de prendre des risques en Ligue 2 en lançant des jeunes joueurs comme ça. Donc ça a commencé avec Benjamin Cornier, Pierre Lesmelou, Julio Tavares, Loïs Diony, tu l'as cité, Baptiste René. Non, mais je reviens sur ces joueurs. C'est quoi que tu vois, toi? Une émotion, C'est comme d'abord. ça que toi, Ouais. c'est une émotion. Une D'accord. émotion. Mais ça, c'est ta méthode à toi? Bah ouais, c'est comme ça que je fonctionne, ouais. Ok. C'est-à-dire que je vais voir un match et puis j'ai besoin de ressentir quelque chose. Alors des fois, C'est-à-dire, moi qui. Tu vois, un attaquant, tu vois, une prise de balle et un enchaînement, tu te dis, ah, il s'est passé quelque chose là. Un milieu de terrain, ça peut être une prise d'info et d'un seul coup, il crée une différence parce qu'il a anticipé, il a vu avant tout le monde. ok. Ça peut être, quand je cherche un numéro 6, ça va être quelqu'un qui va combler les failles de son équipe. C'est-à-dire Ok. que le latéral, c'est enquillé à dédoubler. Et le 6, au lieu d'aller vadrouiller, bah, lui, là, il s'est placé dans la zone où l'équipe pouvait être en difficulté. D'accord. Il a compensé naturellement, sans réfléchir. Donc des choses comme ça. Un défenseur central, bah, sa faculté est d'abord à gagner les duels, Ok. à mettre de l'impact. Puis après, en plus, s'il a une bonne relance, s'il a une vision du jeu, bah, c'est encore mieux. Un gardien, c'est du charisme, quelque chose, qui dégage quelque chose. Et en plus, après, s'il arrive à avoir du jeu au pied, bah, c'est toujours des choses en plus. Mais voilà, d'abord, je veux que ça me déclenche quelque chose, Ouais, une émotion. une émotion. Ok. Est-ce que tu avais déjà en tête, pendant ta carrière de joueur, de devenir un jour directeur sportif, ou comme quelque part un peu tu l'as dit, ça t'est un peu tombé dessus, mais quand même au fond de toi, quand tu es footballeur, tu te dis le après. Non, pas du tout. Non, Ok. non, pas du tout. Par contre, à Dijon, donc imagine, j'ai fait 4 ou 5 années sous la direction de Rudy Garcia. Ouais. Rudy Garcia est parti au Mans et il y a eu un laps de temps où toute cette génération, on avait fait demi-finale de Coupe de France, nous étions montés de National en Ligue 2, très performants en Ligue 2 sur les premières années. Donc il y a eu une génération de joueurs sous l'égide de Rudy Garcia où on a beaucoup appris, que ce soit tactiquement, que Ouais. ce soit dans la gestion humaine, parce qu'on avait l'exemple de Rudy, qui était le jeune coach à la mode, et puis avec des résultats incroyables. À la fin de cette génération, on a tous eu l'opportunité de partir de Dijon. Nous avions eu des bons résultats, on avait un peu la cote sur la Ligue 2, j'aurais pu partir comme certains, gagner plus d'argent dans un autre club. Et il y a eu une fuite de ces joueurs, changement de génération, nouveau coach, Serge Romano est arrivé. Et moi j'ai décidé de rester. Pourquoi? Parce que je me sentais bien à Dijon, parce Ok. que j'avais confiance dans les gens en place, j'avais confiance dans le staff médical, que même si j'allais gagner 2 ou 3 000 euros en plus autre part, bah, j'allais certainement perdre en qualité de vie. Ok. J'étais bien dans la ville, j'avais acheté une maison, on s'en sentait bien avec ma femme et mes enfants. Entre aller dans un autre club, gagner quelques milliers d'euros en plus ou jouer 7 cartes club, et bah, à un moment, mon instinct m'a dit reste ici, forme-toi, reprends les études et puis appuie-toi sur les gens en qui tu as confiance. Belle valeur. Ça m'a donné raison sur le long terme. Après, voilà, c'est presque de l'inexpliqué, je te dis, c'est de l'instinct. Et bon, je te dis, ça finit par payer. Quand tu arrives dans un club, c'est quoi ta première mission en tant que directeur sportif? Si demain tu arrives dans n'importe quel club, c'est quoi ta vision? Comment tu mets en place ton schéma en fait pour pouvoir aller gérer ce club en tant que directeur sportif? Bah, c'est de maîtriser le contexte, ou C'est-à-dire? les contextes. Quelle est la place du club dans la ville? Quelle est la place du club dans la région? Ouais. Dans le microcosme du football en France. Je suis un D'accord. club haut de gamme, moyenne gamme, petite gamme. Donc du coup, où je vais pouvoir aller recruter, sur qui je vais pouvoir m'appuyer. Et après, bah, connaître les hommes. Qui anime ce club? Sur qui je vais pouvoir m'appuyer? Qui sont les dangers? Qui sont les pommes pourries? Voilà, c'est de ne pas me tromper sur les valeurs humaines. Et à chaque fois que je me suis trompé, bah, tu le payes vite et cher.
Ça t'est déjà arrivé? Oui, oui, je suis arrivé dans des clubs où tu ne maîtrises pas le contexte, tu es tout seul, tu n'as pas les yeux dans le dos, et les gens sont toujours très sympas parce que tu es le nouveau directeur sportif et donc te passent de la crème et puis, Ouais. puis tu prends aussi des pots de banane, quoi. Donc c'est pour ça que tu finis par... j'ai mis longtemps à le comprendre, mais je me suis dit pourquoi, que ce soit les coachs, les directeurs sportifs, peu importe tous les postes pas de pouvoir, mais importants dans les clubs, souvent ils viennent, pas tout seuls, ils viennent encadrer avec un staff, parce que tu es obligé de te protéger, tu es obligé d'avoir des yeux dans le dos, tu es obligé d'avoir des gens qui te ramènent de l'info. Plus tu as d'infos, plus tu peux la traiter et puis agir, anticiper. Ok. Et donc l'expérience m'a appris tout ça. À Dijon, c'était différent. Je suis passé de joueur à dirigeant. J'ai connu tout le monde et presque j'ai installé tout le monde. Donc l'info, elle revenait naturellement. Oui. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'ai passé 17 ans dans le club. Donc très vite, tu as l'info, tu as cerné vite tout le monde. Et presque tu as installé tout le monde, que ce soit les joueurs, les dirigeants, les coachs, le DG. Donc, Tu les connaissais tous? exactement. Et par contre, quand tu arrives dans un nouveau club, j'arrive à Angers par exemple, Ouais. le coach il est comme ça. Ça fait 10 ans qu'il est coach, il a des bons résultats, ça fonctionne bien. Toi, tu arrives, tu es jeune directeur sportif, tu es plus jeune que lui. Tu peux pas arriver comme ça et lui dire tiens, à mon avis, tu te trompes. Hein. Là, ton schéma tactique, c'est pas le bon, ou tu t'appuies pas sur les bons joueurs. Et du coup, tu fais comment? Bah, t'écoutes, et puis une fois que tu as pris la température, il y a quelques accrochages parfois, mais tu lui montres que déjà tu es quelqu'un de fiable, qui ne trahit pas, et puis on doit se faire confiance à un moment. Et après, une fois qu'il voit que tu es réglo, que tu n'es pas là pour lui savonner la planche, bah, tu prends un petit peu plus de poids dans les décisions. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps. Par contre, du temps, tu n'en as pas beaucoup. La direction ne te laisse pas beaucoup de temps non plus pour agir et montrer que... Toujours pareil. Donc tu vois, c'est toujours un jeu comme ça. C'est à la fois, tu dois absolument gagner le respect du sportif, Ok. mais tu dois montrer aussi à ta direction que... T'es performant. Eh oui. Donc, il y a le recrutement aussi pour ça. Il y a aussi des choix stratégiques sur la formation qui peuvent te crédibiliser. Mais il ne faut pas oublier que les résultats de l'équipe Fagnon, c'est ce qui décide de tout. Comment tu te positionnes par rapport à l'arrivée de la data dans le recrutement aujourd'hui? Déjà, je vis avec mon temps, donc la data, elle est dans nos vies à tous maintenant. Et la data, en fait, c'est que la première étape. Donc, elle est là, c'est un outil formidable pour moi, parce que tu imagines qu'avant, on n'a pas beaucoup d'argent, comment on se positionne dans le... Je parle que de recrutement, dans le recrutement européen ou mondial. Je suis Dijon, j'ai très peu d'argent, comment je fais pour aller chercher tel joueur, moins cher Donc si on prend le cas de Naïef Aguerd, on avait l'habitude d'aller en Afrique, de faire de la détection en Afrique, d'aller superviser la CHAN. On trouve Naïef sur des matchs de la CHAN. Ok. Nous avons la chance aussi de connaître Walid Regragui, Ouais. donc maintenant sélectionneur du Maroc, mais à l'époque était l'entraîneur du Fous de Rabat, qui a joué avec nous à Dijon. Donc on trouve un joueur intéressant, avec un potentiel pour nous énorme, et en plus, avec le recoupement d'infos et avec Walid, on sait qu'on ne se trompe pas sur l'homme, donc tout est ouvert pour nous. La data, elle permet tout de suite de filtrer nos besoins. Je cherche un Naïef Aguerd, 1m95, défenseur gaucher, qui est capable de faire tant de kilomètres, de courir à telle vitesse, de valoir entre 1 et 3 millions. La data va me sortir dans le monde peut-être 100 profils. Donc c'est un gain de temps en fait. C'est un super gain de temps. Sur ces 100 profils, il y a des pays sur lesquels je ne veux pas aller, parce que ça ne me correspond pas, parce que je sais que l'adaptation, elle ne sera pas rapide et tout. Ok. Je vais finir avec 20 profils. Et puis en recoupant des infos, je vais peut-être finir avec 10 profils. Ces 10 profils, c'est très vite du coup à superviser, à aller voir. Et puis de fil en aiguille, comme ça, je vais me retrouver avec seulement 2 ou 3 profils. Donc toi, c'est comme ça que tu l'utilises dans ton métier de directeur sportif. C'est comme ça, oui, que la data arrive comme ça. Mais je vais aller plus loin. L'intelligence artificielle va encore affiner les choses, ou en tout cas nous permettre d'aller plus loin dans la réflexion. Qui va changer aussi, je pense, à terme, le métier d'entraîneur. Dans quel sens? L'intelligence artificielle, elle sera capable très vite, à mon avis, une fois qu'il y aura des modèles créés, de dire je joue demain contre le PSG, sors-moi des schémas de jeu qui font que le PSG peut être mis en danger.
Donc le rôle d'adjoint, ça sera d'écouter la data, de dire bah voilà, quand tu fais telle passe dans telle zone, l'équipe est déséquilibrée et tout. Donc toi, l'adjoint, ce sera celui qui mettra juste en place les exercices de la data. Ok. Tu n'auras peut-être même plus besoin d'analyser les matchs de l'adversaire. La data le fera peut-être à ta place. Et il y avait. La data, je parle même pas de l'intelligence artificielle. Et l'intuition. Dans mes 4-5 profils que je vais aller voir, Ouais. j'aurai toujours ce ressenti. Ah, quand même. Et oui. Ok. Tu vois, c'est souvent je vais voir des matchs avec un pote qui s'appelle Isma. Ouais. Et on essaye d'aller voir les échauffements. D'accord. Parce qu'à l'échauffement, tu vois le comportement du joueur. Est-ce que le mec, il est tout de suite concentré? Est-ce que le mec, il est en dilettante? Déjà dès l'échauffement. Mais oui, je trouve que c'est hyper parlant, tout ce qui est en dehors du match. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je prends le cas d'Ounaï. Je me retrouve avec Ismaël Moulin, son agent de l'époque. Il me dit viens, on va voir le match. On se retrouve à Avranches. Ouais. Et brouillard. Match retardé de 30 minutes. Bon, on attend 30 minutes. Et puis je lui dis mais ils sont où les joueurs? Il me dit ils sont dans une petite salle là-bas. Ils sont en train de maintenir le corps en éveil. Donc je dis viens, on va voir. Donc on arrive, les joueurs sont tous en préactivation. Et moi j'ai mon Ounaï, les pieds comme ça sur le vélo, la mèche blonde, les chaussures en vrac. Je lui dis Ismaël, il est sérieux? Il me dit non mais Seb, je lui dis mais attends, on ne peut pas faire ça. Donc tu vois, c'est un élément. Ouais. Ok, de sa personnalité. Mais oui, mais moi ça m'a fait douter. Mais pourtant, Ounaï, la carrière qu'il fait. Mais ouais, mais regarde les soucis qu'il a aussi et ses contradicteurs vont te dire ah ouais, il se la raconte. D'accord. C'est un super joueur avec une intelligence de jeu extraordinaire à tous les postes. Ok. Mais il peut avoir ce côté, des fois, Flambeur. flambouille. Ok. Et donc, moi, ça m'a fait énormément douter en me disant ce gamin qui n'a jamais rien fait, il est comme ça alors qu'il n'a pas réussi. Le jour où il va réussir, le jour où je vais le mettre en Ligue 1, comment il va être? Mais il y a une donne que maintenant il faut prendre en compte, c'est que tout compte fait, les joueurs, tu les gardes plus assez longtemps dans les clubs pour que tu essaies à gérer ces problèmes. Alors oui, tu vas peut-être l'avoir 6 mois. Ouais. Et s'il est très bon, il va être vendu. Et s'il est très mauvais, tu vas l'écarter et tu vas essayer de t'en séparer. C'est ce que j'allais te demander là. Tu as déjà eu un joueur que toi-même tu as repéré, tu as dû défendre à contre-courant parce que il collait plus ou ça t'est déjà arrivé ça? Défendre, c'est-à-dire par rapport au staff, par rapport Ouais. à... Oui, mais ça arrive toutes les saisons, ça, parce que souvent, selon les résultats, les staffs, c'est une entité qui fonctionne ensemble et qui se protège. Donc, crise de résultats, il va y avoir toujours un bouc émissaire. Il va y avoir un joueur ou un groupe de joueurs qui va être... et le staff a tendance à le mettre à le désigner en disant il fait partie des coupables. Ok. Son comportement c'est pas bon, son investissement à l'entraînement c'est pas bon et tout. Et moi, le rôle du directeur sportif, c'est d'être le modérateur. C'est-à-dire quand ça va bien, se dire oui, lui c'est pas non plus Diego Maradona, mais quand ça va mal, l'écartez pas parce qu'on va peut-être avoir besoin. Et pourquoi ça fonctionne pas, il faut essayer de comprendre pourquoi. Ok, j'aime bien le terme modérateur. Et modérateur quand ça va bien et modérateur quand ça va pas. Et Ouais. dans les résultats c'est pareil. Ok. Tu as déjà eu un joueur que tu as raté et que tu regrettes parce que quand tu vois la carrière qu'il fait, tu te dis Ah ouais, j'en ai eu plein. Ouais. J'en ai eu plein. Diallo, le défenseur central de Monaco qui a signé au PSG. ok. T'étais dessus lui. En fait, ses agents à l'époque, Classico Sport, ça doit être encore les mêmes, je pense, m'avait dit écoute, suis-le, en plus on peut le prêter et tout. Et j'étais allé le voir et je me dis ouais, pas mal. Pas mal. C'est des jeunes, c'est des jeunes que tu dois prendre en prêt, donc ils sont entre la fin du centre de formation et puis le lancement de leur carrière chez les pros, donc ils font quelques apparitions. Moi, je vais les voir en réserve souvent, donc ouais, pas mal, ouais. Et puis il fait une carrière de dingue, quoi. Ah oui. Et Fèvre, c'est pareil, parce que je vais les voir en réserve et peut-être que lui, c'est sa 2e ou 3e année en réserve et quand la motivation, elle est plus là. Ok. Donc C'est toi, comme ça que tu peux l'expliquer. Bah ouais, sauf que moi, quand j'arrive, j'ai besoin d'avoir des certitudes. Ouais.
J'ai besoin de me dire, attends, il va pas prendre Dijon pour la dernière, Dijon ou un autre club, pour la dernière roue du carrosse, il va pas se la raconter et tout. Donc je te dis, tu n'arrêtes pas de cogiter en disant, ah ouais, il a quelque chose, il est bien formé, tu le vois, Fef, c'est un super joueur, pied gauche et tout. Mais en même temps, bah, tu te dis, ouais, mais les comportements... Alors c'est peut-être des fois trop prudent. Je suis capable de prendre des risques sur des joueurs amateurs et sur des joueurs qui viennent de ces gros clubs qui sont très bien formés. Des fois, je suis plus sceptique. Sur la mentalité surtout, ça m'est fait pareil avec Grenier qui était à... Alors ça, c'était tout au début de ma carrière. Quand tu allais voir la réserve de Lyon à l'époque, c'était incroyable. Lacazette, Grenier, Gonalon, il y en avait dans tous les sens. Gonalon, je t'aurais dit oui tout de suite. Grenier, son comportement, ça pouvait faire peur. Et au final, carrière aussi. Bah, c'est tous des super joueurs. Ouais, quel match en tant que directeur sportif, toi, celui où tu te dis aujourd'hui, si je peux le revivre ce match, j'y vais. Écoute, c'est pas des matchs, moi, c'est plutôt des instants. Okay. Alors, il y a eu les barrages pour se maintenir en Ligue 1 contre Lens, où tu passes des saisons, t'es Dijon, tu sais que t'es un petit club de Ligue 1, t'as pas beaucoup de moyens, donc si tu arrives à gagner 10 matchs dans l'année, entre 8, selon le nombre de matchs nuls que tu vas faire, pour avoir tes 40 points pour te maintenir, donc, ça fait peu de victoires dans l'année. Donc chaque victoire, tu la savoures. Bah, tu la savoures, mais sachant que la semaine d'après, tu vas aller à Marseille, tu peux prendre une pilule, donc tu la savoures vraiment pas longtemps. Ce que je veux dire, c'est que tu passes des saisons très tendues, parce que ton nombre de joies, de victoires, il est bas. Tu passes beaucoup plus de temps à douter parce que tu as encore perdu. Tu perds 2 tiers de tes matchs, voire un peu plus. Hein. Ou en tout cas, tu gagnes pas. Tu fais des matchs nuls à droite, à gauche, mais tu gagnes pas. Donc ça fait quand même beaucoup d'ondes négatives dans le club, dans la ville, la pression des politiques, de la presse et tout. Donc quand tu vis des saisons comme ça, et cette saison elle avait été marquée par le licenciement d'Olivier Dalloglio, l'arrivée de Camboiré, et puis on s'est maintenu au bout du bout. Donc là, il y a un réel soulagement et puis des émotions fortes parce que tu décompresses. Donc c'est plus ça, c'est à chaque fois que nous sommes maintenus en Ligue 1, ce moment-là où, bingo, ça y est, tu es reparti pour une saison. Cette soirée, parce que c'est qu'une soirée, c'est là tu la savoures. Là, tu es content, là, tu partages avec les proches et tout. Et puis, dès le lendemain, tu es reparti sur la saison d'après. Tu as déjà eu une situation compliquée à gérer à ton poste? Oui, plusieurs, mais les plus marquantes, ou la plus marquante, c'est lorsque tu négocies des transferts. C'est-à-dire? Le transfert, c'est qu'à un moment donné, il y a un club qui vient et qui nous dit « ouais, je veux ton joueur ». Ouais. Donc toi, tu fixes un prix, okay. Et après commence le temps de la négo. Le temps de la négo, entre la première approche et la fin du deal, ça peut durer tout un mercato. Okay. Mais le joueur, lui, il n'entend pas comme ça, lui. Lui, il a négocié souvent en amont avec ses agents son salaire. Alors si c'est un club étranger, en plus, ça peut être du x3, du x4, ça peut être en net. Donc lui, le joueur, ça y est, il s'est déjà projeté là-bas, il a visité les installations, il a sa future maison. Oui, il est parti. Il est parti. Dans sa tête, il est parti. Il est parti. Donc, moi, j'ai eu des joueurs qui ne comprennent pas ce temps où chaque millier d'euros pour chaque club est important. Et un jour, au bout de, je sais pas, peut-être 3 semaines de négo, j'ai le joueur qui vient me voir, me dit « Seb, je peux te voir ?» Je suis là, je suis au bureau, il passe et il passe avec sa femme. Sa femme en pleurs. Faut nous laisser partir, je comprends pas, tout ça. Quoi? C'est quoi cette histoire? Ouais, un joueur connu en France. Donc à l'époque, nous étions à Angers. Et le joueur il me dit ouais Seb, je peux te voir et tout. Il arrive avec sa femme, moi je suis surpris. Et quand je dis non, pour l'instant il n'y a pas d'accord, et puis tant qu'il n'y a pas d'accord, vous êtes chez nous, donc il va falloir jouer, il va falloir continuer à s'entraîner, il va falloir être performant avec l'équipe. Même moi si j'ai bon espoir que ça se fasse, mais on n'est jamais garanti. Mais sauf que comme tu l'as dit, le joueur il n'est plus là. Il n'est plus là. Et sa femme, elle s'est déjà projetée dans sa future maison, les enfants, l'école et tout, et elle pleure. Elle pleure dans le bureau. Donc t'imagines, toi, en tant que directeur sportif, là... des émotions, t'as tout qui rentre en jeu, des là. émotions, mais surtout, t'as pas grand-chose en face de ça. Parce que tu vois bien qu'il y a des enjeux importants pour eux, mais
toi, tu as des millions à gérer, mais en même temps, tu as ton côté humain. Ben oui. Toi, tu es aussi père de C'est ça, famille, bah oui. donc tu comprends aussi que... donc ça, c'est dur à gérer. Et surtout que le club en question, qui est l'acheteur, le prix était de 15 millions, il arrive avec une première offre à 7 millions. Donc là, je me dis, on est loin de trouver l'accord. Ça monte dans les tours avec la direction et tout. Le lendemain matin, il revient en disant ouais, j'ai compris, on fait l'effort. Il arrive avec 8 millions. Donc il reste un delta de 7. Hein. Ouais, toujours. Et donc là, ça dure peut-être un mois où chaque million est négocié, chaque centaine de milliers d'euros est négocié. Il faut trouver l'accord après sur le pourcentage à la revente, sur les agents, les coms d'agents et tout, que tout le monde soit satisfait. Donc ça met un temps fou, mais sauf que le joueur, encore une fois, je me répète, dans sa tête, il est plus là. Tu lui dis de venir s'entraîner, il vient pas? Il vient pas? La plupart des joueurs viennent, j'ai eu quelques exceptions, Ouais. mais ça leur a pas porté chance. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça Ok. m'est déjà arrivé. Ouais. Un joueur que j'appréciais beaucoup, qui m'a dit écoute, vous avez le tarif demandé ou pas loin, donc moi j'arrête de m'entraîner. Donc il a perdu un mois d'entraînement, le temps vraiment que le deal se fasse. Un joueur qui est parti à Toulouse, s'est entraîné tout seul de son côté. Au bout d'un mois, il arrive à Toulouse, il se fait les croisés. Pas. Triste. Super triste parce qu'en plus, je pense que c'est un bon gamin. Par contre, parfois, l'entourage, ça leur fait faire aussi à ces bons gamins ce qu'on dit tout à l'heure. Hein. C'est des jeunes influençables qui croient souvent à la belle opportunité et puis ils sont prêts à écouter pas mal de choses. Et ce gamin, croisé, ça a mis du temps à redécoller la carrière. Le joueur sur lequel on a mis le plus de tout et qui allait le plus loin et qui a dépassé les espérances de tout le monde. Ouais. Sans commune mesure, Julio Tavares. Ah ouais? Attaquant de Dijon, meilleur buteur du club actuellement. Un joueur que j'ai pris à Bourg-Péronas en CFA. Ouais. Champion de pétanque de l'Ain. Ok. Joueur qui a commencé le foot très tard, qui a été gardien de but avant d'être attaquant. Un parcours incroyable, qui n'a pas de formation, très peu. Qui arrive au club, c'est l'année où nous redescendons notre premier passage en Ligue 1, en Ligue 2. Le temps que tout le monde parte du club, avec les contrats se libèrent, il est un mois au club sans contrat. Et Olivier Dalloglio, il le voit au départ à l'entraînement, il me dit « Seth, mais t'es sûr de ton coup là ?» Parce qu'il n'a pas de formation, il arrive, je pense qu'il a un peu de pression. Oui. Donc il a des prises de balles un peu pim poum pam. Ça échappe un peu et tout. Et je me rappelle, le staff, le club est très sceptique. Mais toi, t'es là, et t'y crois? Moi, je me suis engagé, donc de toute façon, je ne peux plus faire marche arrière. Après, Ouais. c'est ma parole d'homme. Ouais, ben. Donc, et je me suis engagé à lui faire un contrat professionnel et tout. Et ce joueur, il est maintenant meilleur buteur du club, international capverdien. Il est parti gagner de l'argent en Arabie Saoudite. Il a été adulé par le public dijonnais. Il est revenu au club à finir, ce qui est génial pour lui et pour le club. Ah, mais c'est un parcours hors norme en fait. C'est incroyable parce qu'en plus, c'est un attaquant comme j'en ai recherché après tout le temps, essayer de retrouver un peu le même type, qui donne tout pour l'équipe. S'il faut jouer latéral gauche, je joue latéral gauche. Il court comme c'est pas possible. C'est pas quelqu'un qui a été une gâchette, par contre, qui a toujours mis sa dizaine de buts parce qu'il a tellement un don de soi énorme pour l'effectif que il finit par marquer. Mais en plus, ses partenaires lui rendent. C'est-à-dire qu'à un moment, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport, dans le foot, c'est quand tes partenaires te disent merci parce qu'ils voient tout ton investissement et te filent les ballons pour marquer. C'est-à-dire que ce mec, il a été adulé par les supporters, mais adulé par son vestiaire. En plus, un exemple, quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable. Et puis, voilà, je vais plus retenir ces personnalités-là qui sont allées très haut. Pierre Lesmelou, Ouais. qu'on récupère en CFA2 au Lège Cap Ferré. Mais il me semble que c'est un peu ta spécialité, ça, d'aller chercher des joueurs. C'est un peu mon parcours aussi. Oui, voilà. Tu vas chercher toujours des joueurs en dessous, quoi. C'était Pour venir les amener dans des championnats qui sont au-dessus d'où ils jouent. C'était nos moyens économiques aussi. Hein. Ok. Une fois qu'on est parti en Ligue 1. Mais c'est un pari. Ah bah oui, c'est des gros paris. Ouais. C'est des gros paris, mais on avait aussi à cette époque une équipe autour qui nous permettait de lancer ces paris. Et de dire même si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On avait d'autres certitudes Okay. et on pouvait. Donc ces paris pouvaient fonctionner parce qu'ils arrivaient aussi dans un contexte où il n'y avait pas de pression pour eux.
Ok. Tu marches pas, on va prendre le temps. Peut-être qu'il faudra te prêter et tout. Mais tranquille. On sait que sur la première année, on ne demande rien. Et aujourd'hui, ça, c'est jouable dans le foot moderne En ou pas? Ligue 2, je pense que c'est jouable. En Ligue 1, non, ça ne l'est plus. Terminé. Non, les 18 places dans l'élite, très vite de la pression, des coachs qui sont soumis au bout de quelques résultats, à être virés. Olivier Dalloglio, il a fait 7 ans, je crois, comme coach de l'équipe première à Dijon. C'est pas pareil, c'est pas le même club. C'était pas le même club. Ouais. Ça a changé? Oui, ça a changé. Bah, le foot moderne, il rattrape tout le monde. Même en Ligue 2? Bah oui, en Ligue 2 aussi maintenant, hein, c'est pareil. Dès l'instant où on réduit le nombre de places, en plus on a moins en moins d'argent, donc il faut vite être efficace. Peut-être qu'il y a certainement encore quelques clubs dont les propriétaires, on sait encore ses valeurs. Je vois Rodez, ça fait quelques années qu'ils ont le même coach, ça fonctionne bien. Donc il y a encore certainement de la place pour ça, mais sur l'élite, je ne vois pas dans les prochaines années comment les clubs paternalistes, et c'est entre guillemets, c'est de bonnes vertus pour moi, Brest, peut-être encore certains clubs, Montpellier, vont pouvoir tenir la cadence sans des ouvertures de capital et faire appel à des capitaux étrangers comme tout le monde le fait, parce que sinon l'écart va être trop grand. Donc on va perdre ces derniers clubs. En tout cas, la manière de fonctionner. T'as appris quoi à travers toute ton expérience? Quelle valeur tu en tires aujourd'hui? De tout ce que tu as vu dans ce monde du football, tant en tant que joueur que de l'autre partie en tant que directeur sportif. C'est un monde dur. C'est un monde dur. Au départ, j'ai longtemps pensé pouvoir fonctionner à ma manière, avec mes idéaux, de ne pas devenir aigri, de ne pas vouloir me protéger comme les autres, de rester ouvert. Mais quand tu t'investis, quand tu as l'impression de donner et puis d'un seul coup tu peux te faire virer, ce qui finit par nous arriver, ce qui m'est arrivé, ça fait mal, quoi. Donc tu finis par devenir, comme beaucoup, par te protéger, de créer une carapace et puis de t'entourer des gens en qui tu as confiance. Après, c'est un monde où il faut, à contrario, pour bien fonctionner, avoir beaucoup d'empathie, parce que tu gères de l'humain, tu gères des joueurs. Pour moi, le paradoxe était là. Bah oui. C'est que toi, tu dois te protéger parce que tu sais que ça peut être dur, mais il ne faut pas oublier que tu as affaire à Des petits jeunes, des fois. des gamins qui ont entre 17 et 30 ans, et même pour ceux qui ont 30 ans, ça reste de jeunes hommes. Et que tu ne peux pas leur demander d'être parfaits. C'est des jeunes qui font des choix, qui doivent aussi vivre leur jeunesse. Moi, ce que je trouve, ce qui est dur, ce qu'on leur demande aux jeunes, c'est d'être en ce moment là de cette chasse aux sorcières où ils doivent être plus que parfaits, ils doivent montrer l'exemple et tout. Ben non, ce sont des jeunes. Comment on était, nous, à 20 ans, on avait envie de brûler la vie. Quand tu avais un peu de sous, tu avais envie de sortir, de t'acheter une belle bagnole, c'était un peu de moyens. Et eux, on va leur dire non, restez normaux et tout. Donc, il faut avoir beaucoup d'empathie, il faut avoir beaucoup de compréhension pour ton staff qui vit sous pression tout le temps. Il faut comprendre pourquoi les enjeux d'un club, pourquoi le président va réagir comme ça, pourquoi les luttes de pouvoir qu'il peut y avoir entre l'association, le club, enfin il y a plein de problématiques. Et des fois, tu comprends que le président, il pense comme ça. C'était déjà arrivé de dire, mais pourquoi il réfléchit comme ça, celui-là? C'est déjà arrivé ou pas? Oui, non, mais ça m'arrive tout le temps même. Pourquoi il fonctionne comme ça? Pourquoi dans son cœur de métier où il est très bon, quand il arrive dans le foot, il oublie tous ses principes? Ouais. Écoute, j'ai toujours pas la réponse. Après, ce que j'oublie pas, c'est que pour les présidents, mais comme pour nous, je parle nous, c'est-à-dire que ceux qui bossent dans le foot et dans la direction, des hommes de choix, qui font des choix, le foot te permet d'arriver dans des situations. À Dijon, quand le club arrive en Ligue 1, la seule personne qui est capable de mettre 15 000 personnes au même endroit, c'est le président du club. Ouais. Si le maire de la ville crée un meeting, s'il fait 5 000, c'est le bout du monde. Ouais. Tous les 15 jours, le président d'un club, il met 15 000 personnes au même endroit. 15 000 personnes qui vont chanter, s'il gagne, qui vont le vénérer, s'il perd, qui vont l'insulter. Mais ça donne quand même un sacré pouvoir. Donc le chef d'entreprise, qui avait sa petite entreprise de BTP, tout ça,
qui gérait 50 personnes. C'est fou ce que tu dis, c'est fou. Très bien et tout. D'un seul coup, il se retrouve tous les week-ends à commenter dans les journaux, à la télé, l'actualité sportive de son équipe. À être presque plus visible que le maire de la ville. Et là, on parle que de petits clubs. On parle Donc effectivement, si on est... mon petit président, mon petit directeur sportif, mon petit DG qui avait l'habitude de travailler en Ligue 2, d'un seul coup, on va se retrouver à la table avec Jean-Michel Aulas, avec Bernard Lacombe qui va nous faire ses blagues, avec le président du PSG. C'est plus pareil. Hein. C'est plus le même monde. C'est plus pareil. Tu peux imaginer que quand ces personnes-là, je m'inclus dedans, il faut retourner en Ligue 2 ou en National, ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? C'est pas l'ego. Si, il y a de l'ego, bien sûr. Il y a de l'ego aussi quand même. Bien sûr, Okay. il y a de l'ego, mais tout ça, ça va manquer. Eh oui. D'un seul coup, tu vas dire à ton président, ben non, mais le petit jet, pour aller voir le match, c'est fini. Hein. Tu vas reprendre le bus et on va faire 9 heures de bus. Je crois qu'il va moins se déplacer, ton président. Tu vois un peu? Ouais, ok. Et puis pour se retrouver à Rodez avec un mec que tu n'as jamais vu, alors, j'ai rien contre Rodez, parce que en plus, c'est un club que j'affectionne. Bien sûr. Mais il y a un autre aussi... Aspect. Ouais, qui est très important, c'est que quand tu as un club en Ligue 1, ton hôtellerie elle fonctionne, tes bars, tes restos le jour de match, ça cartonne. Et c'est un manque à gagner pour la ville, pour l'attraction de la ville, et la mairie te le fait savoir. Ah bon? Bien sûr. La mairie, quand je quitte Alès et je vais à Dijon, je ne sais pas où c'est Dijon. J'imagine c'est un peu dans l'Est, mais je ne sais pas où c'est. C'est en haut. Ouais. Maintenant, Dijon, en partie grâce à ses vins, mais au football, tout le monde sait à peu près où Dijon est dans la France. Ok. Ça a un impact énorme, la Ligue 1. Donc, tu vois un peu tous ces présidents, ça peut amener à des comportements... Improbable. Ah oui, puis il ne faut pas oublier que ce n'est pas leur cœur de métier. Mec, Ils sont chefs d'entreprise. bah oui, puis il gère Du je sais personnel, pas, ouais, il va vendre du béton, il va faire des immeubles. Ouais. D'un seul coup, on va lui demander de faire des transferts, on va lui demander son avis. Et c'est là où je trouve que ils en oublient, non, laisse faire à ceux qui, souvent les gens que tu payes très bien et qui sont là pour ça, mais ils ont envie d'y goûter. Ils ont envie de faire les transferts, ils ont envie de donner Ils ont envie. Oui, ils ont envie de dire mais pourquoi tu joues en 4-4-2? Je t'avais dit de pas jouer comme ça. Alors qu'il y connaît rien des fois. Plus il avance, plus il s'y connaît, Oui, mais oui. ça reste quand même, C'est pas ton métier. c'est pas ton métier. Quel conseil tu pourrais donner demain à un jeune qui voudrait pas devenir footballeur, mais devenir directeur sportif? Déjà d'être passionné par le foot, parce que ça reste un sport magnifique. Moi, j'adore ça, j'adore réfléchir à ce que va devenir le foot dans les 10 prochaines années. Mhm. On parlait de l'IA, de Ouais. la data, Ouais. mais là, on voit qu'avec la multipropriété, enfin, on est dans un carrefour hyper important avec tout ce qui arrive et tout. On est donc dans quel monde on va basculer? Est-ce qu'à un moment, la FIFA, l'UEFA vont réguler en disant la multipropriété stop, parce que ça peut créer des problèmes importants. La Super League, ils reviennent à la charge en ce moment. Donc on est à un moment où est-ce qu'on bascule dans le système américain sur des ligues fermées, ou est-ce qu'on reste dans notre culture européenne avec des systèmes montée-descente, l'arrivée de l'IA. Donc passionné par la tactique, passionné par les équipes, comment celles qui fonctionnent. On voit que il y a eu l'ère Guardiola avec la possession à outrance qui a dominé l'Europe, après l'ère Klopp, et là d'un seul coup Luis Enrique qui arrive avec à la fois une équipe capable de jouer en transition énorme et de faire mal, mais aussi quand tu leur laisses le ballon, de te priver le ballon et tout. Donc un mix des deux. Donc tu vois, il y a tous ces côtés-là où j'adore regarder, essayer de comprendre. C'est un métier passion. C'est un métier passion, c'est un métier où il faut aimer passer du temps avec les gens, avec ton staff, avec tes joueurs, avec l'encadrement des joueurs. Et puis il faut quand même aussi développer un sens politique, entre guillemets, du fonctionnement d'un club. Je te dis, sa place dans le microcosme de la ville, de la région et tout. Ma dernière expérience à Nîmes, avec les problématiques du Nîmes olympique à ce moment-là, c'était quand même assez intéressant à vivre, même difficile. Mais tu vois, d'arriver dans un contexte où
le président est en guerre avec la mairie, les supporters, l'association, bah, donc toi, tu dois faire attention à ça, mais il ne faut pas oublier que le mec qui te nourrit, qui nourrit ta famille, ça reste ton président. Le mec qui te met en place et qui te dit bah, « toi, tu vas gérer mon club », ça reste lui. Donc tu dois quand même faire attention parce que bah, la place du club, la vie du club, c'est quelque chose qui est important dans la vie de la cité. À Nîmes, on le sent énormément. Ouais. Celui qui paye mes joueurs, celui qui paye mon staff et celui qui, à la fin, nous fait tous manger, ça reste mon président. Tu vois, tu es toujours en train de jongler entre bah oui, j'ai bien compris vos problématiques, à vous les supporters et tout. Je pense qu'à terme, il faudra évidemment que ce club évolue et que la gouvernance change. En attendant, on est comme ça et on doit faire avancer le club. Et tu vois, c'est ça où la passion des supporters et tout, je la comprends et elle est légitime. C'est-à-dire que je comprends, eux, leur frustration et leurs excès. Ce que je comprends moins, c'est les politiques qui abusent de ça, qui nous font croire qu'ils vont tout changer alors qu'ils ont la main sur pas grand-chose. Okay. Et à Nîmes, ça a été des gros enjeux politiques où ils ont promis beaucoup de choses. À la fin du bal, ils se retrouvent à acheter tout ce qu'ils n'ont pas voulu faire, les infrastructures de Rani Assaf, alors qu'ils avaient promis Monts et Merveilles de refaire les costières. Donc c'est... moi, le côté passionnel des supporters, je comprends. Alors, il faut éviter évidemment la violence, les excès. Par contre, ce qui m'insupporte, c'est voilà, l'utilisation à l'image de nos politiques en ce moment, à l'échelle nationale, de ce qu'ils ont fait du club. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Seb? De vite de retourner dans un club, ça me manque. Ça te manque? Bah oui. Ça me manque ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on est accro à l'émotion. On est accro à la défaite. Ou t'es accro à l'émotion? Oui. Accro à la victoire, accro à l'ambiance du vestiaire, accro à tout ce qui fait qu'à un moment, quand tu ne l'as plus, il te manque le sel, quoi. Il te manque le piment. C'est bien de regarder du foot à la télé, mais je préfère être dans le stade et puis avoir un rôle à jouer. Merci Seb. Merci à vous, merci à toi surtout, Ami. Bah, avec plaisir.